Nouveau remous au Portugal où le général de Spinola décide d'assumer tous les pouvoirs. C'est un affrontement entre la droite et la gauche et l'on parle de 150 personnes de droite arrêtées. Après les journées des parlementaires UDR, les milieux politiques retiennent surtout l'engagement pris par M. Chirac de réussir le redressement économique et de diriger la majorité jusqu'en 1978. Les principaux consommateurs de pétrole, dont la France, réunis pour 48 heures à Camp David, la retraite des présidents des États-Unis. Auparavant, M. Sauvagnargues s'entretenait avec M. Kissinger. Sport, 10e journée du championnat de football. Hier, elle a enlevé quelques points aux deux premiers, Reims et Nîmes. Saint-Étienne et Nice pourraient poursuivre leur remontée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nouvelle crise politique donc au Portugal, nouvelle prise de pouvoir avec la même personne à la tête, le général de Spinola, mais avec une opposition évidente au sein du gouvernement, puisque le Premier ministre et d'autres membres de son cabinet auraient été démis de leurs fonctions. Il s'agirait de personnalités les plus proches du Parti communiste. Mais toutefois, des représentants de l'extrême droite, on parle de 150, auraient été arrêtés ce matin par le mouvement des forces armées. Il est donc difficile de savoir ce qui se passe exactement et si surtout le général de Spinola tient bien les choses en main et s'il n'a pas cherché à se dégager à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Tout a commencé lorsque les partis de gauche et les syndicats ont décidé d'empêcher les partisans du général de Spinola de se rendre à Lisbonne, où une vaste manifestation en sa faveur devait avoir lieu aujourd'hui. Oui, cette manifestation populaire était prévue et organisée depuis une quinzaine de jours à Lisbonne pour manifester cet après-midi le soutien des Portugais au général de Spinola et au mouvement des forces armées populaires. Cette manifestation avait été souhaitée par le général de Spinola lui-même. Les partis de gauche, qui, rappelons-le, font partie du gouvernement, Parti communiste et Parti socialiste, étaient dès le départ opposés au principe de cette manifestation dans laquelle ils voyaient une résurgence de la droite qui a soutenu traditionnellement la dictature au Portugal. Alors hier soir, les militants des partis de gauche se sont installés aux portes de Lisbonne pour empêcher les gens venant de province de rentrer en ville pour participer à la manifestation prévue pour cet après-midi. Le gouvernement décide de se réunir, il s'est réuni deux fois cette nuit, une première fois en soirée et puis une seconde fois cette nuit jusqu'à 3 heures du matin. À l'issue de ce cabinet exceptionnel, on apprenait que le général de Spinola prenait les pleins pouvoirs. On interdisait aux journaux de paraître, des forces militaires prenaient place aux portes de Lisbonne pour fouiller les véhicules voulant se rendre en ville, et aussi les radios cessaient d'émettre. La garde de la résidence du Premier ministre était changée. Bref, c'était le début de la crise. Mais tous les témoignages que nous avons reçus ce matin de Lisbonne concordent. Il semble bien que la situation soit très calme aujourd'hui dans la capitale portugaise. Alors évidemment, maintenant, en attendant cet après-midi de voir comment la situation va évoluer après la décision du général de Spinola, poussée par les forces de gauche, de supprimer cette manifestation, on doit s'interroger sur les raisons de cette crise. Ce qui est sûr, c'est que depuis le renversement de la dictature au Portugal au mois d'avril dernier, des forces ont réussi à se regrouper au Portugal, forces de droite et forces de gauche. La droite d'abord, qui voit d'un mauvais œil l'évolution du Portugal au cours de ces 6 derniers mois, avec entre autres la décolonisation très rapide en Afrique. Mais aussi, il y a des différences de tendance au sein de l'armée portugaise elle-même. Il est évident que les jeunes capitaines progressistes, qui sont parfois aujourd'hui généraux et qui constituent le mouvement des forces armées autour du chef de l'État, avaient besoin, au moment du coup d'État, d'une personnalité portugaise connue, appréciée, populaire, connue internationalement. C'était le général de Spinola. Mais aujourd'hui, il est évident que cet homme qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les colonies portugaises contre les mouvements de libération d'Afrique n'est pas un homme aussi à gauche que ces jeunes capitaines. Alors il y a bien sûr la tendance des jeunes capitaines cherchant à le renverser. Mais le général de Spinola n'est pas un homme à se faire confisquer le pouvoir aussi rapidement et c'est sans doute une des étapes cette nuit que nous avons vécues. Ce qu'il faut dire toutefois, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Portugal, qui se trouvait ce matin à Strasbourg, a une vision peu pessimiste de cette affaire. Il l'a dit d'ailleurs à notre correspondant Jean Roman du Château.
Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette situation actuelle au Portugal? Je pense que c'est une situation très complexe, mais qu'elle est aussi bien naturelle parce qu'il y a des forces et des tensions dans une situation qui, après 48 ans de dictature et après la liquidation, la politique de colonisation sont normales ces tensions entre des forces diverses et des intérêts divers. On cherche à stabiliser politiquement la situation, on cherche à faire, comme était prévu, des élections en mars de 1975 et à dominer les forces réactionnaires. Quelle est votre situation actuellement au sein du gouvernement? Elle est inchangée? Elle n'est pas changée parce que le gouvernement continue sur place. Alors, il n'y a eu de substitution dans le gouvernement pour le moment. Votre position par rapport au Conseil de l'Europe est inchangée? Ah, inchangée, bien sûr. Vous espérez toujours adhérer au Conseil de l'Europe? Ah, mais bien sûr. Mais pour adhérer au Conseil de l'Europe, il faut faire des élections. Il faut avoir une légitimité démocratique. C'est ce qu'on va arriver à faire. Vous pensez que la situation au Portugal le permet actuellement? Je pense qu'il faut lutter pour cela. Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne et la France, ces 5 pays, représentés par leurs ministres des Affaires étrangères et ceux des Finances, parlent pendant ce week-end du pétrole et de l'inflation. La réunion, qui s'est préparée dans la plus grande discrétion, a lieu à Camp David, là où les présidents des États-Unis se retirent lorsqu'ils veulent se reposer ou méditer. Une réunion de ce genre s'était déjà déroulée au début de ce mois en France, à Champs-sur-Marne, et l'on n'attend pas plus cette fois de décisions ou de déclarations capitales. Toutefois, le président américain a adressé dernièrement un avertissement aux pays producteurs de pétrole. La France, devant les Nations Unies, a elle-même évoqué la nécessité du dialogue avec les pays arabes et chacun souhaite bien entendu voir les prix du pétrole, sinon baisser, du moins se stabiliser. M. Sauvagnargues a pris son petit déjeuner hier avec M. Kissinger, c'est maintenant une formule très à la mode. Notre ministre des Affaires étrangères a simplement dit ensuite qu'il était satisfait de ses conversations avec le secrétaire d'État américain. Pour la France, 2 moyens de freiner l'inflation par le pétrole, le dialogue avec les pays arabes, nous l'avons dit, et une réduction des importations grâce aux économies de fioul et d'essence auxquelles nous sommes invités actuellement. Hier soir, se sont achevées, à Cagnes-sur-Mer, les journées parlementaires de l'UDR avec un discours de Jacques Chirac et, bien entendu, François Bonnemain. On a là aussi parlé de ce fameux pétrole. Oui, ce problème a été évoqué hier par le Premier ministre Jacques Chirac, un problème parmi d'autres. Ce fut pour lui l'occasion de lancer l'un des nombreux avertissements de son discours. Jacques Chirac n'a pas caché que si les prix du pétrole à la production augmentaient, et compte tenu que la France ne dépensera pas plus de 51 milliards de francs en 1975, eh bien, il faut s'attendre à des rationnements. Mais ce n'est pas, à mon avis, l'essentiel des propos du Premier ministre. Un mot est à retenir, un mot qui est revenu plusieurs fois au cours de son intervention, le mot « responsabilité ». Jacques Chirac a en effet annoncé pour la première fois qu'il engageait sa responsabilité sur la réussite du plan anti-inflation. L'importance de cette phrase n'a pas échappé aux commentateurs qui tous la relèvent pour constater que les traditions de la Ve République ne se perdent pas. Le Premier ministre se place en première ligne pour mettre à l'abri, c'est le terme également employé par les observateurs politiques, le président de la République. Une première ligne qu'il ne compte pas seulement occuper en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que chef de l'UDR, qui reste la formation la plus importante de l'Assemblée nationale. Et là aussi, il faut noter les fermes propos du jeune chef de gouvernement aux députés UDR réunis à Cagnes. Des propos d'ailleurs qui faisaient écho aux préoccupations du secrétaire général de l'UDR, Alexandre Sanguinetti, comme à celles de l'ancien Premier ministre, Maurice Couve de Murville. Une page doit être tournée, l'UDR doit changer de visage, se transformer. Pour Jacques Chirac, ce changement doit se faire, certes, sans allégeance au président de la République, mais dans le cadre de la majorité présidentielle, au risque de se perdre. C'est un avertissement sérieux que lance le Premier ministre à l'UDR, un avertissement toutefois nuancé, car Jacques Chirac reste confiant. Confiant pour lui-même, car il espère bien, si le président de la République lui prête vie, mener aux élections législatives en 1978, à la date prévue, la majorité actuelle. Confiant pour l'UDR, puisqu'il espère bien, si toutefois ce mouvement fait bloc derrière lui, ramener à cette date au minimum 150 députés à l'Assemblée nationale. Et à propos d'élections, et justement d'élections législatives, on votera demain dans 6 circonscriptions, en Moselle, en Côte-d'Or, en Savoie, dans l'Ardèche, en Dordogne et en Loire-Atlantique. Ces élections sont provoquées
par le retrait des suppléants de 6 anciens ministres qui espèrent ainsi retrouver leur place à l'Assemblée nationale. Il s'agit de messieurs Messmer, Jean-Philippe Leca, Joseph Fontanet, Henri Thor, Yves Guéna et Olivier Guichard, qui auront chacun demain de 4 à 6 concurrents. C'est la défense des exclus de la société que prend en main René Lenoir, secrétaire d'État aux Affaires sociales. Il annonce un effort accru d'action sociale. Les crédits globaux affectés à l'aide sociale seront pour 1975 de 12,5 milliards contre 10 milliards en 1974. Parmi les projets de loi les plus importants, celui en faveur des handicapés. Il concerne 2 millions de personnes. La loi prévoit une modernisation des prises en charge. Pour les mineurs, une allocation d'éducation spéciale d'au moins 230 francs, prise en charge à 100% pour les enfants placés en établissement. Pour les adultes, un minimum garanti de 600 francs. Un salaire égal au SMIC pour ceux qui peuvent travailler en milieu normal, 90% du SMIC pour ceux qui travaillent en milieu protégé, 60 à 70% pour ceux qui travaillent en centre d'aide par le travail. Des aides seront accordées aux employeurs publics ou privés qui offriront des emplois. Autre projet de loi pour une coordination des institutions sociales, publiques ou privées, en vue d'une plus grande efficacité. Certains établissements sociaux, créés par des collectivités, pourront obtenir des subventions. Dans un délai de 5 ans, tous les hospices se transformeront en maisons de retraite médicalisées pour soigner les personnes âgées invalides. Un autre projet de loi concerne les inadaptés sociaux. Les centres d'hébergement auront désormais un champ d'action élargi. Ils deviendront de véritables centres de réadaptation sociale pour l'accueil des personnes en difficulté, sans logement ni ressources. Après un long séjour en hôpital, par exemple, ils reçoivent encore des drogués, des libérés de prison, des vagabonds, des femmes en rupture conjugale. Dans ces centres pilotes, les mères peuvent être accueillies avec leurs enfants. Après un séjour plus ou moins long, pacifiées, rééquilibrées, elles parviennent, grâce aux services sociaux, à trouver un emploi et un logement. Mon mari a eu un grave accident de voiture, donc je me suis retrouvée sans ressources, sans logement, attendant un bébé et déjà un enfant de 2 ans et demi. Grâce à ce centre, j'ai pu retrouver un peu de tranquillité, avoir mes enfants à côté de moi, que j'avais personne. Et vraiment, l'accueil que j'ai eu ici m'a permis de reprendre goût à la vie. 70 à 80 000 personnes transitent chaque année dans les 300 centres existants à un rythme de passage de 2 mois. De nouveaux centres doivent être créés, un effort d'action sociale qui mène à plus de justice. Paquebot France, les marins en grève ont réaffirmé ce matin leur volonté de continuer le mouvement engagé depuis 17 jours. Les négociations syndicat-direction qui ont échoué hier soir ont donné lieu ce matin à une discussion à bord au cours de laquelle ressortaient 2 tendances, accepter une formule de compromis et rentrer au Havre ou poursuivre le mouvement. La dernière solution a été choisie. Une inquiétude pour les marins, les réserves de nourriture et notamment de farine s'épuisent rapidement. Aérospatiale, l'usine de la SNIAS à Saint-Martin-du-Touche a été évacuée sans incident hier soir. Pour les syndicats, il ne s'agit là que d'une suspension du mouvement commencé jeudi et qui pourrait reprendre dès lundi. Pour M. Christofini, président du directoire de la société, il n'y aura pas de licenciement collectif sans en informer le comité d'entreprise et les bruits annonçant 6 000 licenciés à Toulouse ne sont pas fondés. Un étudiant sur 2 abandonne ses études au cours des 2 premières années universitaires. Lassitude souvent d'un enseignement qui ne débouche sur aucune perspective professionnelle immédiate. L'université ne prépare pas la vie active, c'est aussi le reproche des industriels. Lorsque les universitaires, après avoir passé leurs examens, arrivent dans l'entreprise, ils sont tous surpris de constater qu'il y a une très grande différence entre la théorie qu'on leur a enseignée à l'université et puis la réalité professionnelle. En fait, on ne parle pas assez profession, on ne parle pas assez industrie, pour prendre le cadre bien déterminé de l'industrie, et notamment des industries privées, à l'intérieur de l'université. La formation professionnelle à l'université pour la rentrée 74, c'est l'objectif de Paris 13, l'université de la banlieue nord de Paris. Assurer aux étudiants un enseignement professionnel, en plus de l'enseignement général classique, assurer aussi une formation qui tienne compte des besoins réels de l'économie et du marché du travail,
Tel est le sens de la réforme pédagogique envisagée. La particularité de cet enseignement réside surtout dans la dernière année, où nous faisons 3 mois de stage dans l'industrie et 3 mois de stage dans un laboratoire de recherche. D'abord, dans une maîtrise classique, l'étudiant a beaucoup plus de mal à s'adapter, je pense, à la vie professionnelle. Une maîtrise donc qui offre plus de débouchés professionnels. Elle existait jusque-là à titre expérimental, elle sera généralisée dès la rentrée. Cet examen est la clé de la réforme pédagogique. Il allie à la fois la formation scientifique générale du haut niveau et la formation spécialisée. Chaque option correspond à des besoins d'emploi précis, besoins qui ont été déterminés à l'aide d'études de marché, mais aussi grâce à un contact permanent avec les représentants de l'industrie, une politique nouvelle qui implique un changement de l'enseignement. Nous avons d'une part été obligés de modifier tout l'enseignement, d'une part en doublant la durée des études, par exemple, au cours d'une même année, en portant à 30 semaines et 30 heures hebdomadaires l'enseignement, mais également de modifier la conception de ces préparations professionnelles par l'intégration de stages effectués dans les entreprises de nos étudiants en cours d'études, mais également, par exemple, dans le cas de la formation professionnelle des enseignants, d'utiliser un certain nombre d'établissements mis à notre disposition par l'enseignement du second degré pour que nos étudiants puissent acquérir sur place et dans le cadre de leurs études et au contact des établissements du second degré, l'expérience professionnelle qui leur sera indispensable pour exercer leur profession dans l'avenir. Réforme pédagogique d'envergure que celle de l'université Paris-Nord. Expérience suivie avec intérêt par les industriels, mais aussi dans les milieux universitaires. Une expérience qui préfigure peut-être l'université de demain, à condition bien sûr qu'on lui donne les moyens de vivre. La qualité, en effet, coûte cher. Les leaders battus, cela prouve bien l'extrême fragilité de notre football où aucune équipe n'arrive à faire preuve de constance. Hier soir à Reims, les Rémois premiers du classement se mesuraient à Saint-Étienne, le tenant du titre. Reims-Saint-Étienne, c'était aussi le choc entre les deux équipes les plus titrées du football français. Choc qui allait rapidement tourner en faveur des Stéphanois sur ce coup franc qui va être tiré par Larquet et que Mercadier allait convertir en but. 1-0 pour Saint-Étienne à la 24e minute, but qui récompensait le métier et l'adresse des champions de France. La balle de Larquet, vous allez le voir, était à la fois brossée et tendue. Elle allait s'écraser sur la transversale et l'arrière Mercadier se précipitait au bon moment pour battre Marcel Aubourg et la défense champenoise. Saint-Étienne sur la voie ascendante, une équipe rémoise qui marque le pas et qui n'a plus le même mordant. Les dés étaient renversés et la victoire de Saint-Étienne allait bientôt trouver confirmation. Nous sommes ici en deuxième mi-temps. Saint-Étienne va contre-attaquer sur le flanc droit où se trouve le capitaine de l'équipe de France, Georges Beretta. Georges Beretta qui va centrer, Hervé Revelli se trouvera sur la trajectoire. 2-0 à la 56e minute. Certes, les Rémois allaient ensuite dominer, mais sans jamais mettre réellement en danger une équipe de Saint-Étienne qui préservera facilement son succès. Reims fléchit, Saint-Étienne se redresse à quelques jours de son match de Coupe d'Europe à Lisbonne. L'autre leader du championnat, le Nîmes Olympique, se déplaçait à Nice. La soirée allait être mouvementée après que les Niçois aient marqué 2 buts. Le premier inscrit ici par Jean-Noël Huc à la 32e minute. Le deuxième allait survenir 8 minutes plus tard. Il verra à la conclusion le défenseur Jean-Pierre Adams. Landy est battu pour la deuxième fois et cette avance de 2-0 à la mi-temps reflètera bien la supériorité collective de l'équipe azuréenne. Mais les choses vont se gâter après le repos. Ici, un début de pugilat. Les Nîmois contestent d'abord un pénalty accordé à Nice. Le poteau va repousser ce pénalty de Huc qui reprend, mais cette fois, et c'est logique, le but ne compte pas. Nouveau coup de théâtre quelques instants plus tard. Un pétard lancé par un spectateur va brûler à l'œil le gardien nîmois Landy qui devra quitter le terrain. Nice a gagné, mais ce match pourrait trouver une autre conclusion sur le tapis vert, car Nîmes a déposé une réclamation. Nîmes et Reims battus conservent néanmoins la première place, mais avec un seul point d'avance sur Lille, Troyes, Bastia, Lyon et Bordeaux. Beaucoup de matchs nuls et mauvaises soirées pour le football parisien. Mercredi prochain, place aux Coupes d'Europe. Demain, on jouera beaucoup au rugby pour la deuxième journée du championnat. Un match vedette, notamment Agen contre Dax à Agen. En basket, toujours les championnats. Plusieurs matchs ce soir, notamment Vichy contre le champion de France, Berck.
Automobile, le Suisse Clay Regazzoni a été victime d'un accident sur le circuit de Watkins Glen, près de New York. C'est là où, dans 8 jours, doit se dérouler le dernier Grand Prix de la saison. Simplement contusionné, il devrait pouvoir y participer, mais avec une autre voiture. Regazzoni est en tête du championnat du monde des conducteurs avec Fittipaldi. Bicyclette enfin, demain Tour Versailles, il n'y aura pas Poulidor qui a été blessé dans Paris-Bruxelles, mais il y aura probablement Eddy Merckx qui ne devait pas prendre le départ. Ce sera, a-t-il dit, un simple galop d'essai pour préparer le Tour de Lombardie, mais sans ambition. C'est ce qu'on dit avant le départ, mais une fois sur sa bicyclette, il n'est pas impossible que le champion belge fasse tout pour remporter cette épreuve. À la librairie académique Perrin paraît dans quelques jours le 2e volume consacré par André Castello à Napoléon III. Il s'agit d'une œuvre très dense, près de 1000 pages, et si j'ai bien compris, vous vous rangez face à Victor Hugo et aux côtés de Renan et Zola. C'est une sorte de réhabilitation de Napoléon III. Vous avez raison de citer Zola. Zola, qui n'a pas aimé Napoléon III au début de son règne, un jour a fait amende honorable en disant que Napoléon III était un personnage sorti tout vivant, tout casqué, tout botté, une espèce de croque-mitaine de la bouche de Victor Hugo. Victor Hugo a fait un tort énorme à Napoléon III. Il est certain que tous les historiens de la fin du siècle, tous les professeurs d'histoire de la fin du siècle, surtout, qui avaient un petit peu toujours à la mémoire la catastrophe de Sedan, ont fait de Napoléon III un personnage, ont peint de Napoléon III un personnage absolument faux. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé, moi j'étais un peu sous cette influence-là. Pour moi, Napoléon III était un personnage énigmatique, qui préparait des coups en dessous. On ne savait pas très bien ce qu'il pensait. Un peu les contemporains cherchaient toujours ce qu'il y avait derrière ce regard, derrière ces paupières mi-closes. C'est une attitude qu'il se donnait. Il ne voulait pas qu'on lise ses pensées. Puis alors, petit à petit, en travaillant avec lui, j'ai eu la bonne fortune de trouver beaucoup de documents inédits. Vous avez 6 ans de travail. Et je me suis aperçu que Napoléon III était un homme qui avait une bonté et une générosité extraordinaires. Vous savez qu'il avait été en prison. Il avait vécu en prison pendant 5 ans et demi au fort de Ham. Et là, il a écrit. Tous les Bonaparte aimaient écrire. Mais lui avait écrit l'extinction du paupérisme. Et il ne désirait qu'une seule chose, c'est essayer de supprimer cette pauvreté inhérente à son règne. Il est certain que les Français, à l'époque, la grande majorité des Français, ne mangeaient pas toujours à leur faim. Il y avait une misère énorme. Et il a tout fait pour supprimer cette misère. Alors on pouvait être dictateur et à la fois vouloir le bien-être des Français. Oui, mais il a été dictateur au début de son règne. Après, il y a eu l'Empire libéral, il y a eu l'influence fort heureuse d'Émile Ollivier. Et à la fin de son règne, l'Empire était devenu un régime qui n'était plus du tout totalitaire comme il était au début. Mais voyez-vous, on doit à Napoléon III des quantités de réalisations qui sont aujourd'hui devenues courantes. Par exemple, prenons le cas, le droit de grève, qui avait été supprimé par la Révolution, ce qui est assez extraordinaire de penser que la Révolution avait supprimé le droit de grève qui existait sous l'Ancien Régime. Les ouvriers se rendaient place de grève, ils se mettaient en grève. C'est Napoléon III qui a donné l'autorisation de se mettre en grève. L'Internationale ouvrière, c'est lui. La pension des vieux, c'est lui. Les assurances sociales étaient prêtes en 70. Il n'y aurait pas eu Sedan que les assurances sociales auraient été appliquées. L'instruction publique également. L'instruction publique grâce à Victor Duruy. L'agriculture a eu un essor considérable. L'industrie. 75% d'essor durant son règne. C'est tout de même considérable. Bien sûr, je ne voudrais pas en faire un personnage uniquement blanc, ce serait ridicule. Un personnage est à la fois blanc et noir. Et il y a des choses que l'on peut reprocher à Napoléon III. Mais on trouve toujours des excuses, même pour la guerre de 70. C'est ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir lancé le pays dans une guerre alors qu'on n'était pas prêt. Il ne la souhaitait pas d'ailleurs. Mais il était presque le seul avec Thiers, d'ailleurs, à ne pas vouloir cette guerre. Seulement, il avait à côté de lui quelqu'un qui la voulait, qui la désirait, c'est l'impératrice Eugénie. Et elle porte dans l'histoire une très grosse responsabilité. Elle n'a peut-être jamais dit c'est ma guerre, mais elle l'a pensé. Mais la France entière voulait la guerre. Quand on lit les journaux de l'époque, par exemple le Gaulois se devait à son titre de dire que pas une femme ne donnerait son bras à un homme après la catastrophe de l'affaire de la succession d'Espagne, qui a entraîné en somme, après la dépêche d'Aix, qui a entraîné en somme la guerre de 70, en disant si on ne fait pas la guerre, il n'y a pas une femme française qui voudra donner son bras à un homme, un Français qui refuserait de faire la guerre. Partout on criait à Berlin et à Berlin. Vous me direz qu'un chef d'État ne se doit de ne pas se laisser influencer. Mais alors là, c'est le grand drame de Napoléon III. Il était malade, très malade. Dans mon livre, je donne la photographie pour la première fois de ce caillou énorme qu'il traînait en somme dans sa vessie. Il souffrait atrocement, sa femme lui faisait des scènes. Nous n'aimons pas beaucoup que les femmes nous fassent des scènes, et les femmes sont très à droite dans ce domaine-là. N'est-ce pas? Je suis très féministe, remarquez, je vous dis ça en passant. Mais il est certain que pour ne plus l'entendre, pour qu'elle se taise, eh bien, il acceptait bien des choses qu'il n'aurait pas acceptées s'il avait été bien portant.
C'était tout de même un personnage étonnant, aventurier pendant une grande partie de sa vie, et puis finalement assez indécis pour prendre par la suite. Oui, le mot aventurier est peut-être un peu excessif, disons un conspirateur. Il a conspiré pendant toute la période où il se trouvait loin de France. Il y a la conspiration de Strasbourg, celle de Boulogne. Il avait conservé un peu les habitudes de conspirateur. Il gouvernait comme il conspirait, aussi bien pour le coup d'État que même pour la préparation de la guerre d'Italie ou la guerre du Mexique ou la guerre de 70. Il conspirait contre ses ministres. C'était un grand amoureux. Il le disait lui-même, je suis un obsédé sexuel. Vous savez, il prenait feu comme de l'étoupe au moindre jupon qui passait près de lui. Et si le jupon disait non, alors il insistait tellement qu'il finissait par l'épouser, ce jupon. C'est ce qui s'est passé avec l'impératrice Eugénie. Malheureusement, et là c'est le drame, l'impératrice Eugénie n'a pas beaucoup aimé cela. Elle appelait l'amour, c'est une saleté, disait-elle. Cela a peint complètement. Ce qui fait qu'elle lui faisait des scènes, puisque lui la trompait. Mais c'est non seulement une amante médiocre, mais ce que je lui reprocherais le plus, c'est d'être une mère abusive. Elle n'avait qu'une seule idée, c'est de voir Napoléon III abdiquer. D'abord parce qu'elle voulait exercer la régence. Elle l'avait exercée 2 fois déjà pendant les guerres napoléoniennes. Elle voulait continuer à l'exercer avec une minorité du prince impérial. Et là, ça a été catastrophique pour la France. Il reste aussi le style Napoléon III. Oui, c'est un style assez curieux. Vous savez, je ris parce que je me souviens à l'exclamation de l'impératrice Eugénie lorsque Garnier, qui est l'architecte de l'opéra, lui a montré les plans de l'opéra. Alors il dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut rien dire. Ça n'est d'aucun style. Oh pardon, dit Garnier, pardon madame, c'est du Napoléon III. Oui, le style, quoi qu'il redevienne à la mode, hein. Attention, on m'a cité le fait, à la salle des ventes dernièrement, de meubles Napoléon III, coûtaient des sommes vertigineuses. Ça revient à la... Moi je n'aime pas le style Napoléon III. Je ne l'aime pas parce que c'est un pastiche. On faisait du Louis XV impératrice, on faisait du faux Henri II. Naturellement, il n'y a jamais eu de salle à manger du temps d'Henri II, mais on a inondé, nous avons tous connu ça chez nos grands-mères ou nos grandes-tantes autrefois, la fameuse salle à manger Henri II. Non, le style n'est pas beau. Mais voyez-vous, lorsqu'on reproche par exemple le style de Napoléon III à Paris, il est certain que toutes ces avenues de Napoléon III se ressemblent. Vous prenez un monsieur au hasard, vous le mettez avenue Kléber, puis après vous le transportez à l'autre bout de Paris dans une autre avenue à Napoléon III, c'est le même immeuble. Mais cet immeuble avait un confort qu'on ignorait absolument à l'époque. Il faut bien dire une chose, c'est que les souverains de l'époque ne pensaient jamais au bien-être. C'était une chose qui est tout à fait en dehors de leurs soucis. Lui a voulu reconstruire Paris d'abord pour qu'on puisse circuler, car n'oublions pas qu'on mettait 2 heures de voiture pour aller de la place Clichy, par exemple, ce qu'on appelait les barrières, ou de la place Blanche, jusqu'au centre de Paris. 2 heures. Nous avons des records actuellement, mais pas à ce point-là tout de même. Donc il a construit tous ces immeubles, mais il a mis de l'eau. Il a mis de l'eau à tous les étages. Autrefois, il y avait des porteurs d'eau. C'est lui qui ne pensait qu'à une seule chose, c'est à donner le bien-être. Et ça, c'est parce qu'il avait un cœur, il avait une générosité extraordinaire. C'est pour ça que je l'aime. En conclusion, comment le définiriez-vous en quelques mots? En quelques mots, c'est très simple. C'est le sous-titre de mon 2e volume. C'est l'aube des temps modernes. L'édition Flores chez Larousse présente 4 livres abondamment illustrés qui ont pour objet de mieux faire connaître arbres et fleurs de jardin, ainsi que l'art de fleurir un appartement ou une maison. Ce sont autant de guides susceptibles d'éviter bien des erreurs, tant dans le choix des arbres que dans l'art de les transplanter ou de les soigner pour obtenir un décor harmonieux. Un ouvrage est consacré aux conifères dont l'attrait est de rester généralement vert, quelle que soit la saison. L'avantage est aussi de trouver un choix très vaste, de la plante naine à l'arbre géant, et une grande variété de couleurs et de formes. Alan Bloom, célèbre pépiniériste anglais, auteur de l'ouvrage sur les fleurs vivaces, possède dans son jardin une des collections les plus spectaculaires, les plus étonnantes du monde. Ses conseils sont particulièrement judicieux pour la mise en valeur d'un jardin. Le 4e livre, le plus utile peut-être, est consacré à l'art floral, phénomène artistique mais aussi historique puisqu'on en retrouve la tradition dans les plus anciennes peuplades de la vallée du Nil. Ainsi, la rose était connue des Égyptiens dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Japonais et Hollandais sont maîtres dans l'art de disposer les fleurs et les éléments ornementaux. Ce livre vous aidera à réussir de très jolis bouquets. Et bonne promenade parmi les fleurs et les bois si vous avez la chance d'avoir un peu de soleil, comme il y en avait ce matin sur Paris. Du soleil, mais un temps très froid qui devrait se prolonger. Rendez-vous à 19h45. Bonne journée.